Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour découvrir ou redécouvrir Lars Norén et explorer une facette moins connue de son œuvre, une part plus intime, son journal. Lars Norén, né le 9 mai 1944 en Suède, est l'un des plus grands et considéré comme l'un des plus grands dramaturges du XXIe siècle. Pour lui, le théâtre était un lieu sacré. Rien n'était plus beau qu'une scène vide qui attendait les comédiens, les mouvements, les mots. En 2008, il décide de publier son journal qu'il écrit depuis 1977, mais seulement à partir du mois d'août 2000. Le premier tome, Journal d'un écrivain, égrène les jours de 4 années sur 1500 pages. Il sera suivi de 3 autres tomes tout aussi conséquents. Cette forme d'écriture résonne comme une tentative de rédiger son existence, ou comme il le disait lui-même, une tentative de se souvenir des photos prises dans une vie avant même qu'elles aient eu lieu, comme une croix rouge sur les endroits où nous avons été assis, où nous serons assis. Lars essayait de l'écrire tous les jours, il aimait l'énumération de ses routines absurdes, il disait avoir une profonde tendance à prolonger les difficultés et la tristesse jusqu'à ce que, probablement, elles finissent par mourir d'elles-mêmes. Il nommait les premiers tomes de son journal « Travailler », l'avant-dernier « Vieillir », et le dernier aurait, selon lui, pour sous-titre de l'ombre « Mourir ». Bien entendu, il ne savait pas de quel journal il s'agirait, puisqu'il avait décidé de l'écrire jusqu'à la fin. Il me confiait en souriant que le dernier tome serait peut-être très court. Le voici donc, ce dernier journal, un peu plus de 200 pages, octobre 2019, décembre 2020. Pendant ces 15 mois, nous vivons avec lui. Nous nous retrouvons dans sa cuisine, buvons un verre de limoncello sur son balcon, lisons les philosophes Simone Weil et Agamben, nous découvrons ou nous nous souvenons des œuvres de Lucian Freud, Bach, Eva Hesse, Karl Dreyer, etc. Nous sommes dans ses pensées, nous sommes dans son laboratoire. Il nous semble même voir apparaître les silhouettes dans ce qu'il décrit être un espace très lumineux. Nous les entendons presque murmurer, nous les observons prendre corps et devenir personnages. Durant ces mois-là, nous suivons ainsi en direct l'écriture de 8 pièces de théâtre, de 3 textes en prose, de fragments, de poèmes, d'un texte rendant hommage à l'autrice Birgitta Trotzig et d'un petit roman, comme il le nommait. Lars était non seulement un dramaturge très prolifique, mais il était aussi un auteur polymorphe, un écrivain total. Ce journal est aussi l'occasion d'une mise en abîme du journal lui-même. En effet, nous suivons la relecture de son précédent journal, le 4e, la réécriture ou la censure de certains de ses passages et sa publication. Nous nous retrouvons alors dans l'intimité d'un auteur qui abandonne son œuvre dans le regard des autres. Nous ressentons le vide, la peur. Nous percevons les assauts qu'il subit en se retrouvant sous les feux de la critique. Tout cela sans filtre, toujours avec cette exigence de la vérité, tant sur les autres que sur lui-même. Son journal décline sans retenue ni détour ce qu'il pense du monde et de beaucoup de figures, publiques ou non, qui en font partie. Il confie sans langue de bois ses colères, ses désaccords, ses jugements implacables et ses coups de cœur. Dans ses journaux, Lars convie également les visages de sa vie intime, vivants ou disparus. Ses 3 filles, Linda, Nelly et S, la plus jeune qui avait 11 ans en 2020, sont très présentes. Ce soir, vous entendrez aussi parler de Frédéric, le mari de Nelly, de A, la mère de S qui ne vit plus avec Lars, de Eva, son éditrice, de Gunilla qui fait le travail de relecture avec lui, et de Nina qui met en forme le 4e journal, de Margareta, son agent, de ses amis Charlie, Vibeke, Bobo, Françoise, moi-même et bien d'autres. Ils deviennent tous familiers au fil des jours, des mois, des années. Il est troublant de lire ses propres souvenirs, ainsi devenus indélébiles dans les mots d'un autre. Pourtant, la force de ce journal réside dans le fait que ses souvenirs à lui ont un écho en tous, comme un exemple saisissant de l'universel singulier.
Je vous précise aussi que ICA est un supermarché suédois. Le système Bolaget est le seul magasin où les Suédois ont le droit d'acheter de l'alcool. Le Stadsteatern est le théâtre de la ville de Stockholm. Gotland, une île au sud de la Suède où Lars a une maison, une ancienne ferme. Les derniers mois de sa vie, comme il le disait lui-même, il quittait le monde d'une certaine manière. Dans ses ultimes pages, il nous offre ce qui a toujours rendu son écriture unique, une implacable description du monde et de l'humain, ceci toujours avec beaucoup de tendresse et d'humour. Ce journal devait prendre fin à sa mort. Il s'interrompt au milieu d'une phrase, le jour où il entre à l'hôpital dont il ne ressortira pas. Lars est décédé des suites du Covid le 26 janvier 2021. « 3 octobre 2019. Je me réveille dans un endroit étranger. Hier, j'ai fini de mettre au propre mon 4e journal. La seule réponse à cela est du vide. Il reste encore une 50aine de poèmes à insérer, mais cela peut attendre décembre. J'ai récupéré S à 17h30 à Dalagatan. C'est sans aucun doute la rue la plus triste de Stockholm. 8 octobre. De 10h à 15h, examen de ma capacité pulmonaire. Dans une salle d'attente avec 7 autres personnes âgées. On ressemblait à des livres. L'homme est livre, le livre est homme. 8 vieux livres. Les derniers chapitres sont en partie illisibles. Consommation d'oxygène réduite de 20%. Capacité respiratoire réduite de 31%. J'ai marché jusqu'au bureau de Bonirs. Nous avons travaillé l'année 2016, 74 pages. J'ai pensé plusieurs fois à la manière dont Lucian Freud nouait son écharpe. S est de nouveau malade. Elle ne va pas à l'école. Un très beau SMS de Sophia sur la pièce à chiffres. J'ai signé mon contrat pour le 4e journal. Je ne suis pas capable de retravailler 2 poèmes ce soir. 15 octobre. J'ai demandé à Margareta d'aller au rendez-vous au Stadsteatern sans moi. Je pense que cela ne lui a pas fait plaisir, mais je n'ai pas la force d'aller à ces rendez-vous qui n'aboutissent pas à des décisions concrètes. Ils sont plutôt une sorte de convivialité. Je suis en dépression depuis la fin de la relecture de mon manuscrit. Vivre n'a plus de sens pour moi, mais peut-être que mourir non plus. Il faut dire que j'ai lu la nouvelle traduction de The Anatomy of Melancholy. C'est cocasse de saisir à quel point la mélancolie est dérisoire par rapport à la dépression. Pendant ces moments dépressifs, j'accueillerais bien la mélancolie à bras ouverts. Quand je me réveille le matin, j'éprouve souvent un singulier bonheur à observer le calme à travers les fenêtres, les arbres traversant l'automne, ma propre solitude, et la journée vide de rendez-vous, avant que la paralysie ne se déploie à nouveau. Margareta m'a dit que la réunion au Stadsteatern avait été productive et nous propose une création en avril prochain, ou bien en décembre. Eric en serait le metteur en scène. Je ne veux pas abandonner la catégorie des êtres humains que l'on ne voit pas.
Je vais peut-être voir Éric demain ou jeudi. J'ai mis au propre 3 poèmes et 3 scènes d'une pièce inconnue. 16 octobre, j'ai dormi 8 heures, je me suis réveillé à 7 heures. Je ne peux plus ignorer mes difficultés à respirer, ni le poids qui pèse sur ma poitrine. Pourtant, cette nuit, je ne me suis pas réveillé parce que je manquais d'air. J'ai écouté les débats au Parlement. Pourquoi débattent-ils ? Pourquoi même appeler cela des débats ? Je me sens de moins en moins bien et je ne peux plus mettre cela sur le compte de l'âge. Je ne veux pas passer mes derniers instants à trimballer une bouteille d'oxygène d'un endroit à l'autre. Je devrais demander un contrôle complet de mes poumons. Je suis satisfait et je me remercie d'avoir vécu 75 ans. L'enfant, le petit garçon que j'étais, me rend de plus en plus souvent visite. Il m'est impossible de voir l'expression de son visage, de voir si c'est de la joie ou de l'étonnement. Il est sur la défensive, peut-être. Bien sûr qu'il me reste des raisons de continuer à vivre. J'ai 3 raisons de ne pas mourir. Mes 3 filles, jusqu'à ce que je devienne un fardeau pour elles. S m'appelle souvent sur le chemin de l'école. Je l'accompagne jusqu'à la cour de récréation. Je vais acheter un cadeau pour Linda aujourd'hui et d'autres avec S, samedi. 18 octobre. La ville s'est tirée dans un léger brouillard ce matin. S et moi avons pris un taxi jusqu'à Maria Torget. Nous sommes si proches l'un de l'autre. On s'est parlé au téléphone sur le chemin de son école. Je vais la récupérer au centre de loisirs avant ou après le film du vendredi. J'ai fait le lit et pas mal de vaisselle. 5 jours de cessez-le-feu dans le territoire kurde de Syrie après les négociations entre Erdogan et le vice-président fantomatique Mike Pence. Une trêve de courte durée pour ces Kurdes qui trimballent avec eux tout ce qu'ils ont pu emporter, en plus de leurs malades et de leurs blessés. Les débats sur le bien fondé du prix Nobel attribué à Hanke se poursuivent. Le soleil brille soudain au-dessus du petit paysage à ma portée. J'ai mis au propre un certain nombre de poèmes. Non, ce ne sont pas des poèmes, ce sont des particules ou des fragments. Je le sais, car je sais où j'entre dans le texte. Je sais l'étendue de ce qui s'est déroulé avant que je décrive cela et combien de choses se poursuivent après leur écriture. Ils n'ont ni début, ni fin, ni milieu. Ils sont comme un déroulé vu de côté ou à une grande distance. Ce dimanche, après la fête pour Linda, nous irons à 13h visiter un appartement à Hammarby. Le prix de départ est de 9,5 millions. 22 octobre. Comme hier, j'ai marché 3 km. Je me suis promené jusqu'à St. Eriksplan. Je me suis arrêté plusieurs fois près du Vasaparken, émerveillé par la lumière d'automne. Aujourd'hui, les feuilles tombaient à l'intérieur de moi. En marchant, j'ai compris que j'étais malade. J'ai pensé à mon mobilier de jardin recouvert de lichen dans la cour sombre de ma maison de Gotland. Hier, j'ai encore ressenti cette impulsion à me retirer du monde pour élargir mon monde intérieur avec la patience qu'il me reste. Là-bas, je deviendrai moins étranger à moi-même. Je vais mettre au propre 3 poèmes, faire le tri et jeter des choses. Ce matin, tout à coup, la structure de la pièce à laquelle je pense. Une forme de joie, malgré tout. 30 octobre. Je me repose beaucoup. Ainsi, l'angoisse se repose aussi. Tellement habitée par la fin du temps. Je lis Agamben et Simone Weil. Je peux le faire indéfiniment. C'est comme la suivre sur les chemins de la liberté et de l'attention. Ce matin, des techniciens ont installé Internet dans mon appartement, travaillant en silence et rapidement. Je ne sais pas quelle scène succédera à la première scène de la pièce. J'attends et j'attends. Ma mère n'est toujours pas ici, dit un homme de 75 ans dans le vide, à personne. Le lapin, qui est l'objet de la représentation, est mort, mais il tremble de peur. Je recommence, c'est-à-dire je continue avec Heidegger à la tombée du jour.
Hier, nous sommes arrivés à la page 526 du 4e journal. Je supprime sans problème les textes sur la maladie et la mort de Stéphane. Cela touche trop Guenilia et je comprends cela. Je dois supprimer certains textes car j'ai supprimé ce à quoi il faisait référence. 10 novembre, dimanche, pluie, ensuite de lourds flocons de neige. Je suis allé faire des courses. Je me suis réveillé cette nuit incapable de respirer. J'ai craché des glaires. Puis j'ai écouté une demi-heure un fragment de l'émission du matin sur la nature, sur l'importance extraordinaire de l'Aquilée millefeuille pour la diversité biologique. Il est presque 16 heures, la lumière est grise. Je suis très fatigué, très abattu. J'ai essayé toute la matinée de visualiser des images qui refusaient de surgir, des images d'une pièce. Je me suis souvenu des 4 sœurs photographiées, de leur enfance à leur vieillesse. Une telle pièce demanderait trop d'acteurs. C'est impossible, presque impossible. Si je trouve que c'est suffisamment important, je l'écrirai, mais je n'en suis pas là encore. J'attends. Le père, debout dans le lac avec sa famille assise, qui l'observe, ne m'intéresse pas non plus suffisamment, même s'il parle déjà de manière libre et associative. Parfois, je veux revenir à l'asile psychiatrique, même si j'y ai vécu dans tant de textes. Je continue à écrire mon journal parce que je ne sais pas ce qui arriverait si j'interrompais ce travail. Cela me terrifie. J'arrive à la fin de la mise au propre du poème Fragments infernaux de 2017. J'aimerais continuer à le développer si le langage surgit. Je reviens en pensée aux épisodes que Guenilia veut supprimer du 4e journal. Cela fait mal, aussi mal qu'elle aurait mal à les voir publiés. C'est sa vie et ses pires expériences. Je suppose que je dois commencer à prendre des notes pour les scènes et les personnages avant de savoir ce que je veux écrire. Je n'ai toujours pas commencé à penser à arrêter d'écrire. 11 novembre. Je suis si vieux et fatigué. L'ascenseur est en panne, j'ai monté les 114 marches. Panne signalée. Je ne sais pas si je vais mettre en forme une situation qui ne change pas, ou bien laisser une image succéder à une autre image. Je n'arrive nulle part. L'important est que chaque scène contienne une effroyable beauté, une beauté inédite. Que chaque événement aille au-delà de lui-même, se transcende de manière presque imperceptible. Cela peut vouloir dire qu'il y a des personnes entièrement inconnues dans cet espace. Leur présence est inexplicable. Elles viennent de temps différents. L'essentiel est l'atmosphère, trouver le ton, la clé qui permet à tout le reste de couler de source, sans effort, comme une évidence, aussi énigmatique que cela puisse paraître. Pour que cela soit possible, je dois trouver un lieu précis qui pourra ensuite être modifié autant de fois que l'on veut, si seulement il est là comme fondement. Le lieu, voilà ce qui est décisif. Mais je ne sais pas dans quel lieu je veux aller. Quelques flocons de neige solitaires sont tombés ce matin. Le sol du balcon est blanc. 21 novembre. Je ne sais pas si je dois arrêter de travailler, si je dois considérer mon travail comme achevé. Cette pensée que j'ose à peine penser me terrifie. Je me dis que je devrais peut-être faire une pause, arrêter d'essayer. Mais cela aussi est terrifiant. Si je m'éloigne de ce qui a gouverné ma vie, je ne sais pas si je pourrai revenir, ni qui je vais devenir. Je n'entends pas ce que je me dis à moi-même pour essayer de me calmer. Tu as terminé ce grand travail sur le 4e journal depuis seulement quelques semaines. Prends le temps de t'en remettre. Cela ne suffit pas comme explication. Ne peux-tu pas te contenter de ces petites notes pour l'instant ? Essaye de rester un peu dans cet état libre de tout sujet et de toute finalité. Oui, peut-être. J'ai contacté le psy que S et moi
avons croisé à la COP et que A et moi avions consulté à la fin de notre séparation. Je n'ai rien contre l'idée d'aller lui parler. Ce sera lundi à 14h. J'ai cherché la rue sur Google, mais ça a l'air tellement compliqué à trouver que je vais prendre un taxi. Je rejoindrai S à 16h30 à la fin de son cours de français. 22 novembre. Je me suis réveillé à 6h30 et j'ai réveillé S très tendrement. Taxi jusqu'à Mariette-Orguette, puis retour chez moi. Ne plus savoir écrire n'est sans doute pas une question d'incompétence. C'est probablement dû au fait que je ne sache plus ce que je veux de mon existence. Le temps avant la fin de ma propre vie humaine, qui n'est pas une simple finitude philosophique au sens de Sartre, mais un fait subjectif, est sans aucun doute court. Je suis souvent très conscient du fait que je peux mourir à n'importe quel instant. J'espère simplement que ce ne sera pas dans un taxi. Le chauffeur, en plus du choc, serait obligé de téléphoner à Nelly ou à S, dont les numéros figurent en haut de ma liste d'appels. Ce soir, nous allons chez Nelly et Frédéric pour y passer la nuit. Dimanche, je retrouve Eric à 11h à la galerie Swen Harris. Il veut discuter de la pièce Éclat qu'il va monter au Stade Theater. Lundi, Psy. Mardi, Bobo, au café à l'angle d'Ottengatan. Mercredi, j'irai chez Gunilia à 11h pour continuer le travail sur mon 4e journal. Il nous reste 200 pages. Quand je pense à une pièce, la personne qui n'arrête pas de revenir est un homme âgé, un homme comme moi. Mais j'ai déjà écrit cette pièce-là en 3 parties. Que me reste-t-il à représenter? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui est encore urgent? À pas prendre soin de mes enfants? J'ai souvent des images de mon père, du lourd chagrin qu'il portait et de son lent vieillissement. Mais maintenant, il est souvent distant, comme moi. Parfois, il me dit... Maintenant, tu vois toi-même à quel point il est affreux de vieillir. Ce que l'on imagine être une richesse de l'âge, c'est-à-dire le fait que tant de choses pour lesquelles on luttait disparaissent, afin d'être remplacées par une nouvelle atmosphère de repos, de clarté, de calme. Tout cela ne m'est pas arrivé. 1er décembre, dimanche, parc Vanadis, arbres et balcons très beaux sous la neige qui les voile presque. Je ne sais pas. Je ne peux pas en être certain. Il n'y a aucune certitude réconfortante ni savoir à ce sujet, mais je crois que je m'approche d'une nouvelle pièce. Hier, j'ai écrit 2 pages d'un brouillon de pièce. Je ne sais pas si je suis actuellement dans l'état d'esprit qui me permettrait de continuer. Les pièces choisissent souvent le moment de la journée où je suis le plus réceptif à ce qui surgit. Vais-je écrire maintenant ? Oui, je n'ai pas à craindre un échec brutal. J'essaie. J'entre lentement dedans. Je ne sais pas encore, mais je crois que le début de la pièce se déroule au crépuscule. Dans la 2e scène, une 3e personne se trouve dans le même espace que les 2 autres, sans que sa présence ne soit ni préparée ni introduite. Elle est là, tout simplement. Et il en est de même pour tous les autres. Ce sont les morceaux d'un squelette. Quand arrivera la chair, triomphante et ailée, je ne serai plus qu'un accompagnateur. Est-ce qu'accompagnateur s'écrit comme ça? Je marche comme un vieux. C'est surtout évident le matin quand je vais aux toilettes. Il me faut un moment pour me reconnaître. Conversation en FaceTime avec S dans la voiture. Elle va chez Sucy et Père pour les préparatifs de Noël. Elle m'a fait un merveilleux calendrier. Derrière la première fenêtre, il y a « Tu es le meilleur ». 4 décembre. Aujourd'hui, nous avons traversé les dernières pages du 4e journal, environ 70 pages. Ainsi, le premier grand pan du travail est terminé. La relecture des épreuves commencera en février. Eva aura la liste des personnes que j'ai attaquées. Gunilia a proposé que je supprime les passages où je réitère mon antipathie envers certaines personnes, mais je veux les garder, parce que ce comportement déplorable fait aussi partie de moi. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour ne pas m'épurer, ni me faire apparaître dans une plus belle lumière. On va me rentrer dedans, mais je m'en fiche.
Ceux qui ont des préjugés méprisants à mon sujet auront besoin d'angles d'attaque et je veux bien leur en offrir. Certains critiques utilisent l'indifférence comme arme la plus dangereuse et je ne m'attends à rien de moins qu'un silence de leur part. C'est le moment de prendre ces éléments en considération puisque je suis sur le point de lâcher ce journal pour le laisser vivre sa propre vie dans le monde. J'ai écrit jusqu'à la page 10 de la pièce. Hier, quelque chose d'étrange m'est arrivé lorsque, devant chez Bonniers, je suis monté dans le bus 57, au milieu d'une bande de jeunes gens de bonne humeur. Alors que j'étais assis dans le bus, j'ai été envahi par une grande sensation d'harmonie. Cela m'a même fait sourire. Je ne sais pas ce qui a lâché, ni pourquoi cela s'est passé. C'était comme si j'arrivais dans un pays étranger et lumineux. Cela a duré un bon moment, je m'en souviens. Mon corps était différent, oui, étranger. Ce n'était plus le mien. Je me suis retrouvé dans un autre corps. L'espace entre alors et maintenant est le seul à être toujours présent et il est celui qui demeure le plus longtemps. Je lis Heidegger le soir. J'ai expliqué au psy que mes séances avec lui ressemblaient presque au fait de retrouver un ami ou d'aller à un endroit où l'on se sent chez soi, où l'on se pose pour laisser les pensées défiler. 6 décembre, vendredi matin. Pluie, la neige n'est plus qu'un souvenir. Non, même pas un souvenir. J'ai peur qu'interrompre l'écriture quasi quotidienne de mon journal arrête ma vie. Mais je ne peux pas m'imaginer que ma vie soit devenue le journal, ou le journal ma vie. C'est autre chose qui s'est instituée, c'est précisément l'espace entre alors et maintenant. Un alors qui est si près du maintenant qu'ils sont difficiles à distinguer. Hier, j'ai écouté un merveilleux enregistrement de l'une des partitas solo pour violon de Bach et je l'ai ressenti, je l'ai presque vu. Comme les scintillements qui surviennent des eaux calmes, ces courants presque imperceptibles. J'ai toutes les partitas, je ne peux pas dire laquelle j'ai écouté hier. Quelques-unes portent la dénomination « sei solo », ce qui signifie « tu es seul ». On interprète ce titre comme une allusion à sa femme qui venait de disparaître brutalement. Une allusion intentionnelle. Maintenant, je dois me reposer. Je dois réécrire les pages 11 à 14 par pur plaisir. Je ne vais pas récupérer S aujourd'hui. Elle ira chez A après son cours de musique, puis à une fête avec des copains de son école maternelle. Une pensée m'a traversé. Je suis très hostile envers les inconnus, particulièrement envers ceux que je connais. Dans la pièce, on entend souvent le bruit de l'eau, des gouttes, des courants, des filets d'eau paisibles. À présent, je contemple la petite troupe sur la scène de l'univers. J'aspire à un théâtre anorexique, l'espace entre alors et maintenant. Ou bien est-ce l'espace entre maintenant et alors? Ça doit plutôt être la dernière proposition. C'est toujours ça. Les espérances et les représentations que j'avais de l'avenir ne peuvent pas être récupérées. Partia, partienne. Je prends 1 minute à la fois, quelle que soit la durée de cette minute. Je me réjouis. Je me souviens encore de ce sentiment colossal de joie qui m'a transformé dans le bus mardi dernier. 17 décembre, réveil à 6 heures, j'ai fait des courses, j'ai récupéré mon lourd manteau gris en lin chez le tailleur qui n'avait plus de connexion Internet. Je ne pouvais donc pas payer les 1120 couronnes. Je repasserai demain. Les personnes que je fais apparaître sont des portraits de personnes invisibles de ma vie. Je vais essayer de travailler le texte en prose que j'appelle texte, un moment, même si c'est un travail du soir. C'est un vieux texte qui grandit, se transforme et jette une nouvelle lumière sur le passé et ses pertes. Les êtres pétrifiés s'ouvrent depuis l'intérieur de leur paralysie et me regardent tout à coup avec étonnement. J'essaye de les sauver de la damnation. Je vis et je respire leur mort. C'est presque une audition devant Dieu. Non,
Je ne pense pas avoir le courage de travailler texte maintenant. Mais que puis-je entreprendre à la place? La deuxième pièce. J'ai quand même travaillé la deuxième pièce, sans avancer, mais j'ai approfondi ce que j'avais déjà écrit. Je garde texte pour ce soir. Ce qui se passe aux États-Unis maintenant dépasse et menace tout sentiment de justice. Les républicains occupent tout l'espace médiatique à leur disposition avec une propagande mensongère, massive, et répondent à chaque fait avec une si grande variété de falsifications et de brouillages que toute vérité et toute responsabilité se voient évincées. Pour que le Parti républicain se reconstruise un jour, il faudrait que toute la génération de Kishlings, devenus les acolytes de Trump, disparaisse. Ils ont abandonné toute exigence de vérité derrière eux. Dans son complexe baroque d'hôtel en Floride, une guerre de désinformation est en cours sous nos yeux, destinée à épuiser l'électorat. Ils salissent l'eau, ils distraient et réitèrent leurs mensonges si souvent que l'on soupçonne qu'ils commencent à y croire eux-mêmes. Quelqu'un a écrit que ne pas avoir de conscience offre un type particulier de liberté. Mais c'est une liberté qui s'amenuise. 1er janvier 2020, soir. La journée a été longue, passant d'un vide à un autre vide. Je suis quand même sorti, j'ai fait des courses au ICA. J'ai retiré 1000 couronnes afin d'être sûr d'avoir assez pour le taxi que je prendrai demain quand j'irai visiter un appartement tout neuf dans le quartier de Hammarby. J'ai reçu une magnifique photo de Dominique. Elle sourit chaleureusement, je ne la reconnais pas. Il est difficile de dissocier son visage de celui qu'elle avait dans Poussière. Elle me souhaite une bonne année. Je souris en retour en voyant la photo. J'ai écrit jusqu'à la page 6 de la 3e pièce qui a pour titre de travail scène et jusqu'à la page 25 de texte. Les rares fois où je vois quelque chose de paisible et de beau à Stockholm, c'est toujours le jour de Noël, le jour de l'an, le vendredi saint. Aujourd'hui, je me sens vieux d'une manière plus dure. À présent, c'est comme si la vieillesse dominait totalement le corps, la conscience, l'esprit. Oui, tout ce qui avant n'était pas seulement un fardeau. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas prendre cela en compte quand j'ai écrit à Éric Ruff hier pour lui demander s'il voulait m'accueillir à l'automne 2021. Comment vais-je en avoir la force? Il ne me restera plus d'armes spirituelles à ce moment-là. Je suis à mi-chemin de la mort. Qu'a fait Claude Régis l'année de sa mort à 96 ans? A-t-il mis en scène quelque chose? Je vois cela comme une protestation possible contre la mort. Mourir sur le grand plateau de la Comédie Française, en étant absolument comblé par le travail avec les comédiens. Pour cette raison, uniquement, cela vaudrait la peine de mettre en scène quelque chose en 2021. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas à mes filles. Je veux être avec elles. Je veux les avoir près de moi. Je veux qu'elles soient la dernière chose que je vois. Peut-être que je peux dire quelque chose qui rendra leur vie plus heureuse, qui leur donnera une ligne directrice et des indications pour... Ça, elles doivent le décider elles-mêmes. 6 janvier. Très triste aujourd'hui. Pardon. Hier, j'ai retrouvé S à Odenplan à 15h30. Nous avons fait des courses, nous sommes rentrés, j'ai acheté des plats indiens sur le chemin. Elle était heureuse et parlait beaucoup. À 23h30, elle a voulu rentrer chez A. Nous nous sommes habillés et nous n'y sommes allés. Je sais, je l'ai rendue triste et ça m'a affecté beaucoup aujourd'hui. La seule rédemption que je vois dans ma défaillance est que je suis triste de l'avoir rendue triste. Je peux très clairement ressentir à quel point elle était désespérée. Aujourd'hui, tout est dans l'ombre d'hier soir. Attraper le journal DN et voir qu'à la une, il y avait en gros titre « Lars Norén est mort ». M'a réveillé. Ce n'est pas un hasard que le DN annonce la nouvelle. Je ne vois pas cela comme une prémonition, mais cela m'a tout de même rapproché de ma mort. Je n'étais pas surpris. C'est tellement évident que je suis mort. Je suis allé faire des courses. J'ai écrit jusqu'à la page 16 de la nouvelle pièce scène et je suis à la page 39 de texte. Je vais défaire mon sapin. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Je n'ai rien à dire.
Demain, j'irai de bonne heure au centre de soins pour faire un frottis bronchique. Je suis tellement fatigué. Une journée horrible. 29 février. Il est impossible de trouver le temps et l'énergie pour écrire ce 5e journal. Je suis à la page 62 de la pièce et je distingue sa fin. En ce qui concerne le texte, j'ai atteint la page 64 et je n'ai aucune idée de l'endroit où il va se terminer. Hier, j'ai passé une merveilleuse journée avec S. Cette journée scintille toujours en moi. Elle s'est assombrie au ICA pendant que nous faisions les courses. S a parlé à A, qui lui a dit qu'elle s'était tordue la cheville. Aujourd'hui, elles doivent aller chez le vétérinaire pour euthanasier leur chat, Bruno. Hier, S n'arrêtait pas de répéter que c'était la meilleure journée de toute sa semaine. Ensuite, c'est devenu la pire. Nous sommes allés en ville, chez Mouji, pour m'acheter des chaussettes, mais nous avons fini par dépenser 3000 couronnes. 2 vestes, des t-shirts et un gilet pour S et pour moi, des caleçons, des chaussettes et le même t-shirt que S a voulu qu'on porte tous les deux le soir même. Et une belle housse de couette. J'ai découvert aujourd'hui que ce n'en était pas une, mais un tissu à poser sur un lit déjà fait. Lundi, entre 11h30 et 12h, je récupère l'ensemble des épreuves corrigées de mon 4e journal chez moi et je commence à travailler dessus. Mardi, oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Hier, S a dit qu'elle m'aimait. J'étais si heureux. Je ne doute pas une seconde qu'elle m'aime. Je suis maintenant inquiet qu'elle ait senti le besoin de le dire. 12 mars. L'OMS a déclaré que le monde était touché par une pandémie. Le Covid s'est propagé dans tous les pays, du Wuhan aux pays voisins, en Iran, en Italie et dans l'ensemble de l'Europe. L'Italie a mis tout le pays en quarantaine et le Danemark en a fait de même hier. Les écoles, les lieux de travail, les lieux publics sont fermés, les rassemblements interdits. Une première personne est décédée à l'hôpital Karolinska. J'ai dû avoir mes rendez-vous avec Eva et Gunilia par téléphone. J'avais décidé avec A de récupérer S à son cours de français. J'ai parlé avec Nelly qui m'a dit que je ne devais absolument pas sortir pour voir des gens. Je forme à moi seul un groupe à risque, vu mes problèmes respiratoires et mon âge. Aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai senti pour la première fois que nous vivons sous une menace funeste. S a appelé et a dit que tous les enfants devaient quitter l'école avec le déjeuner, après le déjeuner, et rentrer chez eux. Elle a trouvé que c'était chouette. J'ai le droit de faire ça, a-t-elle dit. Trump interdit toute entrée depuis l'Europe à l'exception de l'Angleterre. La raison pour laquelle les Anglais sont les bienvenus reste obscure. Il s'agit peut-être d'une tentative d'arracher l'Angleterre aux griffes de l'Europe pour renforcer les États-Unis comme partenaire commercial. Qui sait ce qui se passe dans son cerveau spongieux ? Je ne ressens pas encore de l'anxiété ou de la peur. J'ai pris le bus dans la semaine. Aujourd'hui, c'était plus anxiogène. Je pense avoir atteint la fin de texte, page 76. J'ai ajouté les 2 dernières phrases aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment fini. Et c'est peut-être à cause du travail sur mon journal. J'ai envie des pièces qui sont en moi, mais elles sont devenues plus floues. C'est aussi à cause de mon journal. 14 mars, j'ai passé toute la matinée à relire et à corriger les épreuves de mon 4e journal jusqu'à la page 887. J'ai parlé à Nelly et S. Nous avons une petite vie de famille en FaceTime. C'est dès que lorsque je comprends combien de temps je risque de rester enfermé dans mon appartement que je m'inquiète. Je dois m'installer d'une manière qui permettra de changer mon existence après l'épidémie, si je survis. J'ai été exposé à beaucoup de choses ces dernières semaines, mais je n'ai ni fièvre ni toux sèche. En lisant dans mon 4e journal mes rencontres avec le vieil homme en costume bleu, celui avec qui je m'arrêtais toujours pour parler, je me suis dit que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas si lui aussi nous a quittés pour de bon. Dans les endroits où sont enterrés les corps, le sol peut s'enfoncer de quelques centimètres une fois qu'ils sont entièrement décomposés.
On dirait que la même chose se produit avec certains souvenirs. Ce qui fut difficile et désagréable se décompose et s'enfonce un peu. Ce qui fut vivant est moins vivant. Si, comme moi, vous aviez écrit un journal de plus de 1300 pages, vous constateriez à quel point votre vocabulaire est limité. Et plus encore, à quel point les mots récurrents perdent leur sens. Ils s'enfoncent aussi et l'endroit où ils se trouvaient crie. Il est 18h24, j'arrive à la page 900, et le ciel est toujours bleu dans une pâle grisaille. La lumière qui reste est crue. Des réverbères allumés dans le parc Vanadis. Les voisins de l'immeuble d'en face ont allumé leur appartement. J'ai mangé du riz, du cabillaud à la sauce citronnée, des légumes rôtis. Je n'ai plus la force. J'ai ajouté 3 phrases à la fin de texte. De temps en temps, et surtout maintenant, je me rappelle que je n'ai pas le droit de quitter l'appartement. Demain, je vais quand même aller me promener en gardant mes distances avant de corriger 100 nouvelles pages. Que vais-je faire une fois la relecture des épreuves terminée ? 16 mars, je suis arrivée à la page 1050 des épreuves. Je me sens mal, comme si j'avais un léger rhume. C'est peut-être parce que je suis enfermé dans mon appartement depuis vendredi, sans bouger du tout, sauf du lit au fauteuil, puis au bureau. La plus grande partie de l'Europe a interdit tout voyage, toute visite, et fermé tout commerce, à l'exception des pharmacies et des supermarchés. À Paris, la Comédie Française a fermé ses portes pour une durée indéterminée. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Continuer jusqu'à la page 1100, mais à part ça. Peut-être écrire encore une fois les dernières phrases du texte, puis le dater et le quitter. J'espère que Nelly est assez raisonnable pour quitter son bureau et travailler chez elle. Bobo me demande de l'embrasser de sa part, mais je ne peux pas faire ça. C'était triste de la voir dans l'ascenseur après avoir laissé le carton de nourriture et de lui dire au revoir au moment où l'ascenseur allait descendre. Oui. Nous nous retrouvons dans un état étrange. Peut-être cela mènera à un monde meilleur, un monde avec moins de transport, un monde moins consumériste. Aucune des guerres mondiales n'a eu ce résultat. Elles ont laissé une victoire et des perdants, et un déluge retenu de pertes et de changements qui se poursuit encore aujourd'hui, comme s'il s'agissait de la condition préalable à notre impuissance actuelle. N'est-ce pas ? Je me suis imposé de m'attarder plus longtemps dans ce que j'écris, de rester à l'intérieur des phrases, d'essayer de me libérer du sentiment que le temps est trop court. Il n'y a désormais plus d'objectifs à poursuivre, ni de conclusions à fuir. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon corps. Je ne sais pas si c'est grave. Nous verrons bien. 17 mars, j'ai vu à nouveau le film muet de Dreyer sur Jeanne d'Arc. C'est un incroyable chef-d'œuvre. Je ne comprends pas comment il a réussi à filmer, à travers le silence et la lumière, tout ce flux continu d'événements distribués entre les visages durs des hommes et celui de cette femme, sensible et tendue. Un léger surjeu n'apparaît qu'exceptionnellement, alors il est supportable. Il s'agit d'une œuvre d'art magistrale et unique. Ce film n'aurait pas pu transmettre plus que ce qu'il offre au spectateur. Un seul mot l'aurait déchiré. Il est à la fois rapide dans son montage d'images et lent dans son autopsie du pouvoir et de l'impuissance. Je suis arrivée à la page 1140 des épreuves. Nous sommes en novembre 2018. J'ai bientôt terminé. Et que vais-je faire après ? J'ai reçu des photos de Margot et Malena qui étudient devant leurs ordinateurs et un petit aperçu du salon de l'appartement d'Amélie, près du Sacré-Cœur. Je me sens mieux aujourd'hui, plus calme. La nuit dernière, je suis réveillé à 3h30 parce que j'avais inondé de sang mon oreiller et ça continuait de saigner. Ça a duré toute la journée. J'avalais des gorgées de sang. C'est le 4e jour consécutif. Ce matin, j'ai parlé avec mon médecin. Nous avons décidé que je ne devais pas sortir pour ne pas attraper une maladie plus grave.
La situation dans le pays est irréelle et dangereuse. Je ne ressens aucune peur, même si je fais partie des personnes les plus à risque. 76 ans et un emphysème pulmonaire. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que j'allais peut-être rester confiné dans mon appartement plusieurs mois. Les épreuves à corriger ont facilité la solitude, qui est une solitude que j'ai choisie. Mais j'ai terminé hier, 1293 pages. Chaque jour, je m'occupe de quelques mètres carrés de l'appartement entre 13h et 14h. J'ai des vers de poésie isolés qui brillent parfois comme les petits sentiers d'une forêt, mais je les laisse en moi. Plus que tout, je souhaite revenir dans l'atmosphère d'une pièce que j'ai ressentie il y a quelque temps, mais dont je n'ai pas eu le temps de m'occuper. Pendant les corrections de mon journal, j'ai pris conscience du fait que mon style, mon langage, orientait mes opinions et ma vision du monde, non seulement par la fréquence des mots isolés qui reviennent tout le temps, mais aussi par la structure des phrases, par la manière de commencer et de terminer les phrases. J'essaye de détruire cela pour être moins préparé et plus ouvert, mais c'est difficile à détruire. C'est déjà dans mon regard. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Je vois les mouvements morts, la conclusion, la souillure dans le tissu. Les enfants vont tellement me manquer. Mieux vaut probablement mourir que de ne pas vivre. 22 mars. Je suis resté sur le balcon dans un soleil radieux pendant 2 heures. Nelly m'a appelé et m'a dit qu'elle était au bord des larmes en lisant les jolies choses que j'ai écrites sur elle dans mon journal. C'est un ange. Comment décrire et remercier un ange? Mardi, elle va acheter du papier pour la machine à écrire et mes médicaments. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'ancienne vice-présidente de la Riksbank, Kerstin Essius, lance un débat, jusqu'à présent implicite mais incontournable, sur la valeur de la vie et sur qui doit être sacrifié ou sauvé. Ce débat va bien évidemment s'intensifier au fur et à mesure que la situation deviendra plus difficile pour les hôpitaux et l'industrie. Ce n'est qu'une question de temps avant que chacun sache combien il vaut. Cela doit être effrayant pour les médecins et le personnel médical de devoir choisir la personne à essayer de sauver et celle à abandonner. Cela fait 10 jours que je suis dans mon appartement, bien approvisionné. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas encore vraiment réalisé à quel point l'isolement va être total, même si je pense que je m'en rends compte chaque jour. Chaque jour, je comprends qu'il faudra beaucoup de temps avant que les confinements se relâchent. J'ai soudain un désir assourdissant de tout ce qui était naturel avant. Je ne peux pas écrire. J'ai 3 vers à ajouter au poème blanc. En même temps, sur le balcon, j'ai pensé aux personnes du pays désert de la pièce que je n'ai pas terminée. Je pense à quel point on est fatigué et épuisé à force d'être fou. Ce n'est pas facile. Il existe peu de lieux protégés. Travel the world to see the ruins of what has been. Learning our history, but still we don't take it in. Why we make it tough, the world has had enough. Don't get too political. And who are we to judge? It doesn't take too much, only just a miracle. Love is forever. Love is forever and everyone. Love is forever. Love is forever and everyone. Just a taste of love, a taste of what could actually rule both me and you. A taste of love is all we got, so don't you never ever give up love. Come over, my long lost friend, and work on a happy end. Imagine what we could do after what we've been through. Why we make it tough, the world has had enough.
Don't get too political. And who are we to judge? It doesn't take too much, only just a miracle. Love is forever. Love is forever and everyone. Love is forever. Love is forever and everyone. Just a taste of love, a taste of what could actually rule both me and you. A taste of love is all we got, so don't you never ever give up love. Venez découvrir la vie, ce soir on va tous partir. Le beau temps n'est pas fini, quand dites-vous mon ami. Hvorfor skal vi slås? All we need is love. Liebe ist für alle da. 13 juillet. 13 juillet, déjà. Un lundi. Samedi 4 juillet, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Il est merveilleux. J'adore être ici. J'étais au milieu d'environ 70 cartons. Maintenant, il en reste peut-être 40. J'aime vivre dans cet état provisoire et je dois prendre le temps de trouver où mettre mes affaires. Hauteur sous plafond, lumineux, un balcon donnant sur l'eau où les bateaux se dirigent vers la mer, un second balcon côté cuisine donnant sur une école maternelle. J'habite au 7e étage. Le local poubelle est extraordinaire avec des conteneurs pour chaque chose dont on peut avoir besoin de se débarrasser, y compris les petites piles électriques. Le salon et la cuisine s'en mêlent d'une belle manière. 1er août, j'ai bien avancé la pièce scène qui a désormais pour titre « Élégie ». Je continue à travailler le 3e texte en prose. Les jours sont longs et beaux. Je me réveille en général peu après 6 heures. Je me lève et j'attends 3 heures en silence avant d'aller plus loin. Avant-hier, il a plu pendant 24 heures. Et hier, quand je suis sortie, l'espace était nettoyé, purifié. Un vent fort soufflait comme pour annoncer l'automne. J'aime beaucoup les crépuscules ici. Et le ferry, l'Yssen, qui, blanc, large, presque carré, suit son parcours triangulaire, heure après heure, entre les pontons. Je n'ai pas de lampe et la nuit tombe plus tôt à présent. Je lis la pesanteur et la grâce. Je suis éblouie par la clarté de son intelligence et par sa langue sublime, la plus belle langue du XXe siècle. Et une fois de plus, j'imagine comment Françoise pourrait l'incarner. Je sens bien que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire dans la journée, mais le calme et le repos prennent tant de temps. Comment c'est possible ? Il fait si beau dehors. Plusieurs bateaux retournent en ville, à la différence d'hier après-midi, où un défilé incessant de bateaux quittait la ville et ses marinas. L'Yssen a un drapeau arc-en-ciel à la poupe. L'amour se sert de la chair pour atteindre l'âme. La semaine prochaine, je vais voir Camilla. Dans mon souvenir, elle est très belle, mais aussi très triste. Il y a tant de ciel ici, un ciel permanent. Je vis de plus en plus avec lui. C'est presque comme à la campagne. Il y a aussi eu beaucoup de magnifiques cieux du soir, dramatiques et inquiétants. Je suis certain que j'approche la fin du texte en prose. Je ne suis pas aussi certain de le vouloir. Il représentait un espace de libération et de merveilleuse incertitude. Si je le finis d'ici peu, je vais demander à Eva si on peut le publier au printemps prochain. Je ne veux pas le laisser attendre 1 an. Je pense que c'est impossible. Je veux aussi les honoraires que je demande. Ce matin, j'ai envoyé un mot à A. Malgré le divorce, je n'ai jamais cessé d'avoir de l'affection pour toi. J'ai reçu une réponse. J'espère que nous n'arrêterons jamais d'avoir de l'affection l'un pour l'autre. 10 septembre. Hier, tard dans la soirée, alors que je buvais du limoncello frais dans un verre en cristal sur le balcon, le dernier vent d'été est passé en automne.
J'écris tous les jours. J'ai commencé à travailler un morceau qui a pour titre de travail « Mort-temps ». Non, temps mort. J'ai reçu la maquette de la couverture de mon 4e journal faite par Nina. Elle est très belle, tout comme elle. Je ne me sens pas très bien depuis une semaine. J'ai le nez qui coule, j'ai froid, je brûle. Nelly a commandé un test Covid que je vais recevoir ici. Je ne m'inquiète pas, mais je suis extrêmement fatigué et faible, tout le temps, sauf quand j'écris. Nelly et Frédéric sont venus avec une S heureuse et détendue. Ils ont installé mon lit, la télé, le lit de S, puis ils ont presque terminé le bureau de S. La chaise est prête. Les personnes atteintes de psychose entendent souvent des voix. C'est aussi mon cas tout le temps. Mais elles surgissent dans une immense pièce et les personnes qui parlent arrivent de leur propre initiative sans jamais être attendues à leur propre rythme. Maintenant, elles se sont installées dans temps mort. Non, elles sont seulement de passage, avant la fin. J'attends. J'ai marché le long du canal. Je suis allé au système Bolaget pour récupérer ma 2e bouteille de limoncello, puis à la boulangerie Magnus Johansson, et après à DHL et chez Samir pour récupérer un cadeau d'anniversaire pour Nelly. 17 septembre, je ne fais que travailler. Je suis arrivée à la page 14 de Temps mort. Je ne sais pas ce que je vais faire de mes œuvres. C'est comme si j'avais 5 ou 6 prédateurs à différents endroits de mon appartement. Je suis allé voir S qui restait chez Nelly et Frédéric aujourd'hui. Quand elle a des douleurs au ventre, elle siffle. Elle m'a accompagné pour une petite promenade et je les ai laissés au moment du déjeuner, des lasagnes. Elle est si heureuse chez eux. Je suis ému de voir à quel point elle s'est épanouie, à quel point elle est lucide et sensible. Mon amour pour elle me rend ridicule. Je suis désolé de ne pas avoir pu partager cette période de son épanouissement. Je lui ai demandé si elle avait lu quelque chose de moi. Oui, un livre. Lequel ? La nuit est mère du jour. Il était comment ? Il était bien. Il n'est pas besoin d'écrire. N'ai-je pas tout dit ? Non, pas du tout. Que reste-t-il à dire ? Tout. Surtout que le présent surgit seulement en disparaissant. C'est ce qui se passe dans ma vie de plus en plus clairement. La conscience de cet état de fait, la sensation quasi charnelle de présence et de disparition. Parfois, la disparition semble précéder le présent. C'est un moment de néant. Alors, je ne sais pas qui je suis. Je sais ce que je vais être. Je ressens une envie sans cesse croissante d'écrire des poèmes. Il vaut donc probablement mieux que j'attende un peu. Des mots que je ne sais pas lire apparaissent la nuit et parfois le jour sur des pages hautes et étroites. Les pages sont encore obscures. Chaque mot les illumine comme une petite étoile. J'ai déballé l'une des vieilles machines à écrire et je l'ai posée sur la table au cas où le ruban de ma machine n'ait bientôt plus d'encre. J'écris avec cette machine-là depuis l'automne dernier. Les mots que je vois en moi sont des particules isolées, fugaces, quelques meubles, des objets, des morceaux de corps, des bouts d'os dans une grande pièce. Ce matin, j'ai pris des photos de la lumière sur le mur à côté du balcon. C'était si beau, gris clair, puis gris sombre, une partie lumineuse et parfois le reflet d'une fenêtre étrangère qui apparaissait et disparaissait rapidement. Des mots qui apparaissent et disparaissent rapidement, le moment très court où ils existent, ces fragments de lumière sur le mur, a un centre qui dure très longtemps. C'est comme lorsqu'un courant d'eau crée un centre par sa vitesse. Et oui, c'est du temps. C'est le temps dans ma vie, la vie dans mon temps. La fenêtre qui se reflétait sur mon mur est celle d'une maison de l'autre côté du quai. 9 octobre, le nombre de personnes contaminées par le Covid augmente chaque jour. Les restrictions seront bientôt tout aussi importantes qu'au printemps. Je ressens une profonde tristesse. Je suis triste de ne pas pouvoir voir S de manière régulière. Je suis triste qu'elle se trouve dans une vie dont je ne fais pas partie et de ne pas pouvoir la guider.
Je suis triste de mon absence auprès d'elle. Je dois changer cela. Je ne supporte plus le fait de ne pas savoir où elle est, ni comment elle va. Ensuite, je suis triste de ne pas pouvoir marcher librement où je veux. Mais je ne sais pas où je veux aller. Aujourd'hui, j'ai terminé Temps mort, 76 pages, et cela laisse un vide terrible. Et de la vulnérabilité. Le vide se remplit tout simplement de vulnérabilité. Ce matin, j'ai reçu mon 4e journal dans 3 grands cartons. J'en ai sorti un exemplaire et assis dans le fauteuil, je me suis mise à lire au hasard le souvenir de tous les morts dont le chemin a traversé le mien m'a rendu encore plus triste. Charlie, Stéphane, Catherine. Chaque pièce de mon appartement s'est remplie de leur absence. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la réalité douloureuse. Ils étaient là. Avant mardi, je dois relire le gros paquet de feuilles contenant mes poèmes rassemblés et enlever ceux que je ne veux pas voir réédités. Comment vais-je y arriver? Dieu est temps. Dieu ne peut apparaître qu'à travers sa mort. C'est ce qui s'est passé avec mes amis. Dans 1 mois environ, mon journal va sortir. Je suppose que j'aurai eu le temps de m'endurcir. Il y a d'autres morts encore. Leur absence n'est pas ici auprès de moi, mais je pense souvent à eux. Le vide laissé par S s'effondre en moi. Est-ce que je peux lui écrire? Elle abandonne souvent la lecture quand les textes sont trop longs. Et je crois que ce que j'ai à lui dire, je dois le lui dire quand on se voit. Qu'est-ce que je vais faire le reste de la journée et le reste de la vie? Je ne suis pas libre parce que j'ai simplement terminé une pièce. Je n'étais pas prisonnier de Temps mort. Au contraire, elle était prisonnière en moi. Et ma première réaction est de me remplir de quelque chose de nouveau. Ma vie quotidienne s'égrène, rythmée par les mêmes activités. Écrire, marcher, lire de la philosophie, trier tout ce qui est dans le dressing, me doucher, lire, dormir. J'espère réussir à écrire un 5e volume du journal, puis que ce sera terminé. Je me retrouve tellement nue quand un travail est terminé. 20 octobre. Demain, je rencontre une femme. Je suis angoissé par ce rendez-vous. J'ai peur de tomber amoureux. Je ne veux pas, volontairement et de plein accord avec ma nature, briser la structure de paix et d'angoisse à laquelle je me suis adapté et qui me correspond tout à fait. Je réussis à faire face à mon existence si je peux la vivre seul. D'un autre côté, je ne sais pas à quel point j'ai avancé dans l'autodiscipline et le calme. Bien sûr, je ne sais pas non plus s'il me sera possible de vivre encore une fois un amour. Je ne sais pas à quel point ce serait douloureux, ni quel sens cela aurait d'ouvrir cette porte-là. Peut-être n'existe-t-elle plus. Autrefois, c'était si facile de l'ouvrir, et souvent, elle s'est refermée d'elle-même. Je suis comme ça depuis l'enfance. Par manque de quoi? Cela n'a pas d'importance. Quand je me réveille, se présente la décision la plus difficile de la journée. Vais-je sortir ou rester chez moi? 21 octobre. J'ai prévenu Camilla que l'on ne pourrait pas se voir aujourd'hui. Nous ne nous verrons probablement jamais. C'est sans doute la 3e fois que j'annule notre rendez-vous. Je suis allé faire des courses. J'ai encore acheté de la soupe de poisson, des brioches à la cardamome, du snus. J'ai récupéré un colis de Berlin. Je me suis dit en revenant ou en partant... Je ne sais plus ce qui est ailleurs, ni ce qui est chez moi, et je ne serai peut-être plus vivant l'année prochaine, en octobre. Je ne sais pas si je vais reprendre le texte avec les 3 hommes. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai autant écrit sur les hommes. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit, et j'ai vu une lumière forte et étrange dans la cuisine et dans le salon. C'était la lune, qui allait être bientôt pleine, ou l'inverse. C'était une immense lumière. J'essaye de penser au pays de l'attente. Je rejette la plupart des images. Je ne veux pas écrire ce que j'ai déjà écrit,
même si je parvenais à le voir sous un autre angle. Je veux, comme toujours, écrire ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas, ce que je ne comprends pas encore et ce que, certainement, je ne comprendrai jamais. L'épidémie de Covid a de nouveau frappé l'Europe et la Suède, tel un terrible feu de forêt. Certains langages sont comme les vêtements usés d'autres personnes. Le pays de l'attente, cela vient d'Oderlin. J'en suis sûre. Des nuages de pluie, une intense lumière basse et blanche. Les voilà. Qui ça? Ils sont là, à côté du fauteuil. Est-ce que tu veux dire ça? Oui, mes mouchoirs en papier, je ne comprenais pas où ils étaient passés. Je parle avec moi-même. J'ai vieilli pendant ces dernières semaines, plus que pendant ces dernières années. Je n'ai répondu à aucun de mes amis. S me manque. J'ai mis mes exemplaires du journal dans le grand placard gris de la cuisine. 11 novembre. J'ai échangé intensément en FaceTime avec S. L'autre soir, j'ai pu suivre sa routine du soir, nettoyage du visage, masque, balle de massage, etc. Depuis hier, elle reste chez elle, elle est enrhumée et a le nez qui coule. Elle est bien trop souvent malade. On essaie de surmonter le moral avec des nouvelles concernant un vaccin fiable à 90% qui pourrait être disponible au printemps prochain, ainsi que la victoire de Biden. Dimanche dernier, j'ai fait une longue promenade. Hier, je suis resté chez moi, allongé la moitié de la journée. Aujourd'hui, j'ai l'intention de continuer à me reposer et à ne presque rien faire. La lessive, les plantes, changer les draps, réfléchir. Je ne crois pas à mon idée d'écrire un petit roman de 123 pages. Transformer ma manière de penser, mon aptitude à réfléchir et à observer pour créer une œuvre romanesque me prendrait beaucoup de temps. Je n'ai pas ce temps-là, ce temps intérieur. 2 journées grises. Lundi, on m'a livré beaucoup de courses, j'ai à peine la place. Je ne sais pas si j'ai atteint une apogée dans mon écriture avec mes dernières pièces de théâtre et ma prose. Si c'est le cas, je ne peux qu'essayer de partir ailleurs. Et c'est pour cela peut-être que je pense à un petit roman, ou même un roman encore plus petit, le plus petit possible. Un roman sur une femme de 36 ans, mère de 4 enfants. Elle est mariée avec son demi-frère. Je ne sais pas si j'aurai la force. Non, je verrai si cela revient. Aussi simplement que possible, un petit roman. Pourquoi ? Ce ne sont même plus les ombres de ce qui est ou a été. Je n'ai aucune envie de changer de vêtements, de sortir et de marcher pour survivre, ou de vivre encore un peu. Je surveille de plus en plus souvent, j'écoute, je m'arrête et j'écoute mon corps pour savoir s'il est temps qu'il meure. J'écoute mon cœur qui bat depuis 76 ans. J'espère seulement, je souhaite vraiment passer encore quelques années avec mes filles après la pandémie. Années où nous pourrons vivre ensemble, voyager, exister. 12 novembre. Ma vie est très paisible en ce moment, mais demain, il faut croire que ce sera différent. Mon 4e journal va paraître. L'endroit où ma vie se déroule sera désormais un lieu exposé aux attaques. Je dois endurer cette contradiction. Ce n'est pas une question d'endurance, ou alors à peine. Une vague atteint un rivage hostile. Même pas cela. La première chose que je vois quand j'ai des images du roman, c'est un sentier battu, lumineux, qui s'étire dans l'obscurité, ainsi qu'un endroit où il y avait autrefois une caravane. Ils vivaient là. Les hommes, qui ne cessaient de la violer, urinaient parfois sur elle. Qui est-ce qui parle? Est-ce elle? Non, je ne crois pas. Elle attend. Dans quelques jours, elle va mourir. Ce n'est pas plus irréel que le fait qu'elle vive. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne peux pas écrire cela. Elle attend. Dans quelques jours, elle va mourir. Ils sont gentils avec elle, elle est calme. La femme qui porte le plateau sur l'étagère métallique ne la regarde pas et elle ne dit rien. Elle ne la regarde pas. Non. C'est silencieux tout autour d'elle, comme dans une bibliothèque. Il y a un lit,
une petite étagère murale, une douche et un WC. Un lavabo et un WC. Presque tous ceux qui attendent sont devenus vieux. La plupart de ceux qui attendent ont vieilli. 22 novembre, je progresse sur ce terrible petit roman. Je suis arrivée à la page 8. J'écris tout en étant tourmentée par le dilemme moral d'écrire sur une femme toujours en vie dans une prison fédérale, United States Penitentiary, à terre haute, une femme qui attend son exécution le 8 décembre, la seule femme dans le couloir de la mort. L'exécution a été reportée en janvier car ces 2 avocats ont contracté le Covid. L'autre jour, j'ai reçu des messages indignés de Paula Brandt. Dans mon journal qui vient de paraître, je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Elle crie à la diffamation. Je comprends cela. C'est une terrible erreur. J'ai immédiatement appelé Paula. Nous avons parlé ensemble sur un ton amical et je lui ai promis de faire en sorte que ses propos soient démentis. Eva m'a dit qu'ils avaient désormais retiré l'ensemble des exemplaires de mon journal pour faire disparaître la rumeur sur Paula Brandt et qu'une nouvelle édition de 2500 exemplaires était en cours d'impression. Je suis arrivée à la page 15 du petit roman. Je doute de l'intérêt de continuer à écrire mon journal. À présent, il doit renfermer plus de 4000 pages. Vendredi soir dernier, j'ai écouté une émission dans laquelle Assa Linderborg disait que j'avais écrit qu'elle n'était pas intelligente et que cela lui avait fait mal. J'ai beaucoup de mal à imaginer que j'ai écrit cela. C'est la dernière chose à laquelle je pense. Ou plutôt, je n'y pense pas du tout quand je pense à elle. Peut-être ai-je écrit qu'un argument de sa part n'était pas intelligent, je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé qu'un de ses écrits n'était pas intelligent, mais si c'est le cas, je m'en excuserai. Je n'ai pas voulu dire cela. Elle est loin de ne pas être intelligente. J'aime toujours écrire et je crois que ce que j'ai écrit ces dernières années a de la valeur. J'admets avoir le droit de me sentir fatigué et démuni, sans désir. Ce qu'exige le roman va au-delà de la création littéraire et de ses objectifs. C'est une matière qui, parce que je l'ai éprouvée, ne me donne pas le droit de l'abandonner. Le mot droit est peut-être trompeur. Je ne peux tout simplement pas y renoncer. Je suis conscient de sa mauvaise qualité et du fait que je l'écrive mal, mais c'est justement ce qui me pousse à continuer. 1 page par jour. Le soir, jaillit ce que je n'arrive pas à atteindre dans la journée. J'essaie de ramener dans un présent permanent tout ce qui arrive et qui est cité dans le texte, mais il est parfois impossible de nier le caractère passé du passé. Tout arrive, dans la mesure du raisonnable, dans un maintenant inexorable, transformant chaque événement passé en un seul et même maintenant. Je suis tellement reconnaissant et heureux de l'amour et de l'amitié merveilleux que m'offrent Nelly et Frédéric. S a appelé Nelly pour qu'elle l'aide en grammaire anglaise. Elle débordait de joie. Je vais lui acheter un nouvel iPhone. Linda a besoin d'une nouvelle télévision. Que me reste-t-il à faire? M'entraîner à vieillir. 30 novembre. Aujourd'hui, S me manque au point où ça fait mal, plus que d'habitude. Si la pandémie ne s'arrête pas, je n'aurai peut-être pas le droit de vivre avec elle avant ses 13 ans. Je ne supporte pas cette pensée. Les rides de l'aube, les parties sombres, les plus lumineuses, les endroits tellement lisses et immobiles qu'ils deviennent irréels, ni eau, ni ciel, remplissent l'intangibilité de ma présence. Avoir été heureux un jour est pire que le malheur. Suis-je recherché par celui qui a attendu toute une vie ou toute ma vie? Comment s'amorce la tragédie? Celui qui va me tuer n'a pas de visage, il porte tous les visages et finalement aucun. Non, il a mon visage. Dans un journal, on a le droit de faire des erreurs, de se méprendre, de mal se souvenir, mais pas dans les pièces de théâtre, pas dans les poèmes, ni la prose, à moins que ce soit fait exprès. J'ai du mal avec les poèmes qui naissent trop tôt et qui donnent naissance à des enfants morts.
Le ferry, faiblement éclairé, s'approche de l'autre rive. Plus il se rapproche, plus il est prudent. C'est maintenant le crépuscule. Le crépuscule s'achève bientôt. J'ai parlé à S et je l'ai remerciée pour les muffins au mur qu'elle avait préparés. Son cours d'anglais s'est bien passé ce matin. J'ai dit qu'elle devait venir nous voir samedi. J'ai dit qu'elle me manquait. Elle m'a dit que je lui manquais. Nelly et Frédéric pensent qu'il est dangereux de se voir. Elle peut rapporter une affection de l'école. Oui, c'est vrai. Nous pourrions nous retrouver dehors, faire une promenade ensemble. Oui, l'important est de se voir. Je ne peux pas rester sans elle plus longtemps. J'essaye de me dire que ma fatigue et ce vide étaient prévisibles après le gros travail de ces 2 dernières années. Mais cela ne m'aide pas. Non pas que je sente qu'il soit nécessaire de travailler maintenant, mais je pourrais me consacrer à tout le reste. Pourquoi ne pas examiner sérieusement mon dressing et l'organiser pour que tout soit plus facile? Mais je ne sais pas par où commencer. Alors je reste là, debout, et je laisse tomber sans rien ressentir de particulier. Je ne sais pas si c'est à cause de cette angoissante impression que je ne vais pas rester. Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Hier, j'ai remercié mon corps, mon cerveau, mon âme, mes pieds et mes mains d'être encore là. Je fais tourner mes pensées et mes sentiments autour de l'endroit où bat le cœur et j'essaye de ne pas l'inquiéter, ni de lui imposer de trop grandes exigences. Quoi qu'il arrive, mon cœur a accompli un travail remarquable depuis plus de 76 ans. 6 décembre. Hier fut une longue et heureuse journée. Nelly est allée chercher S en ville et est venue ici avec elle. Elle m'attendait sur le pont et j'ai failli pleurer en les voyant. Elle a tellement grandi. Elle a dit qu'elle était presque aussi grande que moi. Elle est vraiment jolie, intelligente, drôle. C'est la même S, avec quelques années de plus. Je ne sais pas ce qui a pu changer. Tout, bien sûr, a changé. Nous parlons du vaccin. J'ai dit que lorsque nous serons vaccinés, nous irons à Goa et nous nous baignerons. Nous sommes allés jusqu'au rond-point en bois que l'on atteint après avoir traversé une étroite et humide passerelle. Là, nous nous sommes assis et nous avons mangé des sandwichs au jambon. Nous avons bu du chocolat chaud et nous avons discuté. J'ai jeté le reste de mon sandwich à une grèbe solitaire et en une demi-seconde, nous avons été cernés par une multitude de mouettes, de pies, de corbeaux, de canards et de grèbes. Nous sommes rentrés chez nous vers 14 heures. J'étais complètement épuisée après ces merveilleuses retrouvailles avec S, Nelly et Frédéric. Nous avons décidé de faire la même chose samedi prochain. Il est vrai qu'une fois chez moi, j'ai écrit, mais mes pensées et mes sentiments étaient tournés vers mes filles. Il faut être prudent maintenant, si près de la fin. On peut interpréter cela de différentes manières. Aujourd'hui est une journée grise et fatiguée. C'est dimanche. J'ai lancé une lessive, je vais descendre les poubelles, faire le ménage, changer les draps de mon lit. 10 décembre, aujourd'hui je dois aller chez Nelly et Frédéric, jeter les ordures et récupérer le courrier en chemin. La première chose à laquelle j'ai pensé en m'asseyant dans le fauteuil était que je devais acheter une télévision à Linda. Elle me manque beaucoup. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas ce qui va se passer à Noël. Pourrons-nous nous voir? Je ne sais pas vraiment qui est celui qui écrit le petit roman sur lequel je travaille actuellement. L'autre soir, alors que je me brossais les dents, j'ai tout à coup regardé mon visage, longuement et d'un œil scrutateur, et je ne l'ai pas reconnu. Est-ce mon visage? Ai-je demandé? La question était si profonde, si difficile, que je me suis tout à coup senti fou. Cela m'était déjà arrivé avant, mais dans la mélancolie et le manque. C'est tellement agréable que mon journal ne provoque pas plus de grabuge. À peine quelques scories s'accrochent à moi, mais ce n'est peut-être pas encore fini. J'éprouve de la gratitude pour ceux qui s'efforcent de le bâillonner. Je veux le garder pour moi. Je suis conscient de ce que j'ai accompli. Hier soir, je me suis allongée encore une fois en réfléchissant à la façon dont la vie dans ma maison de Cortlandt pourrait se dérouler. Le simple fait de déménager me briserait
mais je serais probablement capable de me relever. C'est une question de temps, comme tout le reste. Je ne sais pas dans quel but je travaille, je ne sais pas ce qui m'attend, ni dans quelle mesure j'y contribue. Je m'inquiète, entre autres choses, de la manière dont la vaccination va être gérée. Je ne peux pas reprendre le travail avant d'aller chez Nelly. Je vais rapporter du papier pour machine à écrire. Je me souviens du moment où je suis allé acheter le paquet qui est maintenant presque terminé. Cette façon de vivre a duré 9 mois pour nous tous. Chaque matin, c'est agréable de voir tous les petits-enfants se mettre à jouer dès leur arrivée dans la cour de récréation. Et les parents qui restent, échangent, puis repartent. Les ferries entre les 3 pontons ressemblent de plus en plus à la barque de Caron. Ils glissent silencieusement au même rythme de quai en quai, comme si les ombres étaient montées à bord. Il en est ainsi maintenant. J'entrevois parfois les 2 drapeaux qui passent devant moi. J'écris ce que la silhouette du roman fait de moi. 18 décembre. J'ai sensiblement vieilli. Il n'y a pas d'hiver ici, il est devenu facile de ne pas l'attendre. Le temps est invariablement doux, brumeux et gris, immobile. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression de marcher dans une lumière de printemps en allant chez Nelly et Frédéric. Je vais me mettre à porter un masque et trouver où me faire vacciner. Lundi, je vais appeler ma médecin et lui demander si elle est au courant. On ne dit pas un mot sur la durée de protection du vaccin contre le Covid, sans doute parce qu'on ne sait pas, tout simplement. Ce n'est pas comme le vaccin contre la rougeole ou la polio. L'eau est d'un noir cristallin. Le reflet des bâtiments des autres rives semble plus réel que les bâtiments eux-mêmes. 20 décembre. Hier, j'ai acheté une veste de la collection Black de Comme des garçons. Hier, longue conversation avec S, alors que nous passions devant son ancienne école. Elle reconnaissait tout, elle a dit. Je n'ai pas ressenti de nostalgie en passant dans mon ancien quartier. De temps en temps, je ressens de petits effondrements quand je pense à ma vie là-bas avec S, à notre retour en marchant depuis l'école maternelle Bonk, puis à l'école élémentaire Fria Maria, et maintenant son collège. Et je pense aussi au bus 43, à la pizzeria Meno Male, à Sven et à la soupe populaire de Sibérienne, à l'antiquaire qui est devenu un bagel. Mais tout cela est lié à S. Où sommes-nous tous les deux? Il me tarde de lire le nouveau Peter Handke. Il évoque la façon dont il se promène dans son jardin à Vichy et dont il amorce une balade extrêmement lente dans le monde. Une balade composée de petites impressions iridescentes. C'est comme éprouver à nouveau Nathalie Sarraute, aussi différents soient-ils dans leur ressemblance. Est-ce que je ne peux pas dire quelque chose de plus important? Non, je ne crois pas. Mais néanmoins, malgré cette immutabilité paralysante prolongée, je ressens une crainte de plus en plus forte face aux exigences qu'un monde sans pandémie pourrait signifier pour moi. Je ne sais pas à quel point je me suis adapté à la vie passive. Que me restait-il à vivre? Où faire le vaccin? Comment trouver des informations à ce sujet? Il y a déjà beaucoup de parents et d'enfants dans la cour de récréation. Je vais du dressing à la cuisine, mais je ne vois rien que je doive ou puisse faire. Les étagères de Finlande ont été livrées, mais elles peuvent attendre l'année prochaine. Je ne sais pas où ranger toutes mes chaussures. Je n'ai pas encore obtenu l'adresse de Vibeke pour pouvoir lui envoyer mon journal. Je n'ai pas eu de nouvelles de Gunilia et je n'ai pas eu la force de répondre au dernier SMS de Bobo. Le Covid ne doit pas devenir une excuse pour tout, mais c'est déjà le cas. Je ne sais pas quoi sortir pour commencer à m'organiser. Un naufrage perd son sens s'il dure trop longtemps. Cela fait maintenant bientôt 10 ans. Il y a une lumière pâle sur l'eau et sur les façades de la rive opposée.
Alors, on va, pendant juste encore quelques minutes, échanger ensemble voilà, sur ce journal, sur Lars Noren. Donc, Dominique et Alain ont participé tous les deux à la création de Poussière à la Comédie Française en 2018, qui est un texte mis en scène par Lars Noren, qui l'a fait entrer au répertoire de la Comédie Française. Voilà, c'est pour ça que j'ai quelques petites questions pour eux qui ont lu ce journal ce soir. Alors, tout d'abord, au milieu de la lecture, nous avons entendu Love is Forever de Léonora. La musique était très présente dans la vie de Lars, du morceau de jazz que connaissent seulement les initiés, au Sei Solo de Bach, au dernier tube de l'Eurovision aussi. La musique était présente dans sa vie, mais aussi dans ses pièces, dans les didascalies, dans les répliques des personnages, dans ses mises en scène. Et pouvez-vous nous parler aussi des moments musicaux en répétition ? Puisque là, vous retrouviez très à l'aise dans ce moment. Alors, on répétait à partir de 11h du matin, ce qui ne se faisait jamais à la Comédie Française. D'habitude, c'est 13h. Mais Lars était fatigué, et puis il avait envie de répéter à 11h. Et lorsqu'on arrivait, il était assis avec son petit ordinateur, il nous envoyait de la musique, et pendant un quart d'heure, il nous demandait de danser. Ou ensemble, ou séparés, ou en groupe, comme on voulait. Et il nous demandait de nous lâcher, en fait. Très librement, effectivement. D'accord. Oui, voilà. Bien sûr. Ça intriguait pas mal. Quand on répétait sur le plateau, les gens de la maison venaient nous voir danser. Parce que ce qu'il faut savoir à la Comédie Française, c'est que tous les bureaux, le gardien, la couture, l'atelier, tout le monde a des retours sur ce qui se passe sur scène. Donc quand il y a des répétitions l'après-midi, là d'un coup, ils venaient nous dire après... Ben, c'était chouette parce qu'il y avait de la musique avant. Et comme ça, tous les gens de la maison connaissent les pièces qui se répètent. Donc, voilà, mais tu parlais de la musique. Pardon, non, c'est vrai que c'est très présent, mais j'ai l'impression que même dans sa façon de travailler, tout était très musical, quoi. J'ai l'impression qu'il dirigeait comme un chef d'orchestre. Enfin, c'était très musical la façon dont on était dirigé, voilà, avec des moments de solistes, et puis que ce texte, comme des variations, j'ai l'impression qu'on était vraiment dans un univers musical très... Alors là, pour tout le monde, présent, c'est parce que... Voilà, pardon. C'est parce que Poussière est une pièce de la dernière phase de son écriture. Il y a 3 grandes phases dans son écriture de théâtre. Et à la fin, il était vraiment sur... ce qui l'intéressait, c'était le temps, les débuts et les fins. Il pouvait y avoir des pièces où un fils de 53 ans parlait avec son père de 35 ans. Et il disait, notamment avec Poussière, qui était une pièce où il y avait 10 personnages qui avaient tous 80 ans ou plus et qui disparaissaient un par un tout en restant en souvenir pour les autres. Et il disait, en fait, il y avait de plus en plus de silence dans son écriture. Il n'y avait plus de pièces, enfin, il n'y avait plus d'histoire, il n'y avait presque plus de personnages puisque ce n'était que des lettres. Il n'y avait plus de scènes. Donc, c'était comme de la musique. Dans une symphonie de Mozart, il précisait, on ne cherche pas les notes. Donc c'était vraiment comme ça, des phrases très courtes, très essentielles. Il allait au plus nu. Donc c'était quelque chose, ça on peut en parler aussi, de très difficile ou pas pour vous de travailler. Justement, il y avait des variations, des boucles d'écriture. Très compliqué. Ah oui, très compliqué, parce qu'en fait, on était, avec Françoise, on était 13 du coup. 11, oui. 11. Et comme c'était des phrases extrêmement courtes, on était obligé, on ne pouvait pas apprendre son texte tout seul chez soi. C'était impossible. On était obligé de l'apprendre tous ensemble, tous les matins, avant la répétition ou après la répétition, parce que c'était vraiment comme des petites notes de musique, effectivement. C'était aussi, enfin moi, ça m'a fait penser beaucoup au jazz aussi,
qu'il aimait beaucoup. Hein. Et donc, c'était dur à mémoriser, hein, Alain. Oui, oui. C'était une épreuve. Là, par exemple, il y a eu des turbulences, effectivement, voilà. pendant la représentation, mais on arrivait toujours, effectivement. On retombait sur nos pieds. C'est clair, c'était des phrases, là j'en ai noté quelques-unes, très courtes, comme hier j'ai dit je vais mourir demain, que tu avais toi, ou le Dieu dont je parle est le même Dieu que celui à qui vous parlez quand vous êtes silencieux. Il n'y a pas de clé pour la porte. Il y avait des phrases qui revenaient, donc des boucles aussi. Il ne fallait pas se tromper de boucle. Voilà. Et puis tous les deux, vous avez, en étant dans vos carrières respectives, travaillé avec différents metteurs en scène. Cette fois-ci, c'était avec Lars. C'était avec un auteur qui mettait en scène son propre texte, quelqu'un qui ne parlait pas français. Est-ce que justement, et puis d'autres choses peut-être différentes des expériences que vous avez vécues? Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Non, mais je relisais. C'est Christian Gonon qui disait ça, que quand on travaillait, on faisait autre chose que du théâtre. On faisait peut-être autre chose que du théâtre. Et c'est vrai qu'avec sa façon, ce regard, enfin, cette humanité, en douceur, j'ai l'impression on était vraiment dans le. On n'était pas dans l'effort de produire quelque chose, quoi, forcément. Ça, c'était. J'ai l'impression qu'il avait envie de nous sortir, de nous sortir, peut-être pas on savait qu'on avait l'habitude de jouer ensemble, qu'on se connaît bien, on a une grande pratique, mais de surtout pas se reposer sur un savoir-faire. Enfin bon, voilà. C'est sûr. Donc ça, c'était intéressant. Ouais. Et puis, moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé. On avait, pour ceux qui voulaient, on avait des entretiens le matin dans une petite pièce à côté de la salle de répétition. Il parlait en anglais, Amélie traduisait, et il nous faisait parler, mais sur notre vie passée, par exemple. Mais on ne livrait que ce que l'on voulait bien livrer. Il n'y avait rien de volé. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant que l'on dansait pendant un quart d'heure comme des fous, avec la variété française, Lars, pendant un quart d'heure, il travaillait. Parce qu'il nous regardait, il nous scalait. Et en fait, il voyait telle personne aller plutôt... Enfin, hein, par exemple, sait, quoi. Oui. Par exemple, sur une pièce qui avait été créée aux Amandiers à Nanterre qui s'appelait « À la mémoire d'Anna Politkovskaya », je me souviens parce que les musiques, c'était pas que lui qui les proposait. Il demandait à tout le monde une musique lente et une musique rapide, mais aux régisseurs, comme tous ceux qui voulaient apporter de la musique, il en apportait. Et sur « À la mémoire d'Anna Politkovskaya », quelqu'un avait apporté une valse de Léonard Cohen. Il avait trouvé ça tellement beau. C'est une de ses pièces les plus difficiles sur les enfants dans la guerre. Et il avait dit, la scène la plus difficile de la pièce, qui était un homme politique bien installé, qui achetait un enfant de 9 ans, le texte est terrible, mais il avait fait travailler, en les voyant danser là-dessus, Agathe et Patrick, qui faisaient les deux rôles. Il leur a dit, faites une valse la plus belle possible. Et en fait, pendant le spectacle, il a gardé ça, donc il y avait une très belle musique, une très belle valse, et les mots qui étaient dessus étaient terribles. Donc, ces moments-là de danse avec vous, dans Pur, c'est pareil, puisque ça a créé la 3e partie, une autre pièce. Il voyait ces personnages, il était avec la musique, et des fois, il donnait quelques tuyaux aussi. Il disait, c'est la dernière fête avant la guerre, tu danses avec ton père. Voilà, ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, et lui observait beaucoup. Et tout ça dans une grande douceur. Ah oui. Toujours. Et puis d'être dans une même respiration, j'ai l'impression de... Je sais pas, jamais de conflit, jamais d'affrontement, jamais de tension. Parce qu'il y a eu des moments compliqués pendant la répétition. Il y a eu des moments durs. Enfin, mais bon, ça se faisait comme ça. Et dans ce que tu disais, ce que je trouvais intéressant, en fait, ce que disait Lars Noren, quand il rencontrait quelqu'un, il me disait, moi, quand je rencontre quelqu'un, ce que ce quelqu'un me montre ne m'intéresse pas. Et ce qu'il me cache, ça ne m'intéresse pas non plus. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ne connaît pas encore de lui-même. C'est ce que tu disais quand il ne vous demandait pas du théâtre. Du coup, une de mes questions, est-ce que vous avez la sensation, en tant que comédien ou en tant que personne, vous allez à l'endroit qui vous convient, d'être allé ou d'avoir découvert une partie de vous-même que vous ne connaissiez pas encore?
Bah, sûrement. Oui, en plus, ce rapport, bon, en plus, Poussière, ça parle quand même de la fin de vie. Enfin, ce rapport aussi à la mort, dans une pratique théâtrale, c'était quelque chose aussi d'assez perturbant, même si c'est, encore une fois, moi, je me souviens avoir dit ça à l'époque. La mort n'est ni étrangère, ni inconnue, mais en parler sur scène, dans notre pratique même de la scène, c'était quelque chose d'assez perturbant, en fait, c'est vrai. Oui. Oui, on a beaucoup rêvé. Oui. Les fantômes. Oui, c'est ça. Oui. Lui, d'ailleurs, dans son écriture, à la fin, justement, dans les dernières années, quand nous le côtoyons, il disait, moi, quand je commence à écrire une pièce, si après la première scène, je sais ce qu'elle va devenir, j'arrête. Ça ne m'intéresse pas. Il voulait, lui aussi, devenir étranger à lui-même dans l'écriture. Et c'est pour ça qu'assez étonnamment, ce que vous avez entendu un peu à la fin, c'est un roman qui apparaît. Et là, il dit, je ne sais pas si j'en serais capable. Parce que d'un coup, ça le faisait à un endroit qu'il ne connaissait pas de son écriture à ce moment-là. Il a fini? Oui. Et donc, il sera publié en mars prochain en France, d'ailleurs, aux mêmes éditions. Peut-être une dernière petite question. Oui, alors, oui, la question, c'est, vous avez lu ce journal, vous avez lu des extraits. Est-ce que vous avez été surpris ou vous avez reconnu la personne que vous avez rencontrée? Enfin... Moi, je l'ai reconnu complètement dans son honnêteté, dans sa soif de vérité, vérité par rapport à lui-même, vérité par rapport à ses filles, par rapport à son travail, où il a un sens critique. Enfin, il est très intransigeant avec lui-même. Et oui, moi, Et puis, dans sa simplicité de la vie quotidienne, quoi. Je fais une lessive... Oui, c'est ça. Ouais, je fais mes courses chez Ika. Non, mais tout ça est plein de vie, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on répétait aussi avec Poussière. Le nombre de fois, il nous a dit, c'est une comédie. Nous répétons une comédie. Oui. Et là, c'est pareil, c'est tellement rempli de vie. Et pourtant, voilà, ça parle que de la... Alors, Poussière, ce qui était incroyable, c'est que, suivant les soirs, soit la jeunesse riait très fort là-haut, mais l'orchestre était glacé, mais glacé d'effroi, parce qu'il y avait Parkinson, Alzheimer, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait du grand âge. Et puis, il y avait des soirs où le parterre avait plus d'humour, et ça bougeait en haut et en bas. Mais je me rappelle une des premières phrases d'Hervé, quand même, Hervé Pierre, mon mari. Donc, son personnage s'appelait A, moi je m'appelais B. Et il avançait sur le devant de la scène. C'était pas forcément sa première phrase, mais au bout de la deuxième ou troisième, il disait ça sent la vieille chatte ici. Horreur à la Comédie Française. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, cet homme-là. Ah, oui. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, parce que la soirée s'étend. On est dans le hall pour poursuivre la conversation, les conversations si vous le souhaitez. Moi, je voulais juste remercier Olivier Chaudenson qui a dit immédiatement oui à cette soirée, qui a choisi de nous accompagner pour faire connaître une nouvelle facette, un nouveau visage de l'écriture de Lars Norén. Merci à la Maison de la Poésie, à Guillaume, Bobby et Anna. Merci à Johan Arnsten qui est là ici ce soir, qui a traduit ce texte avec moi. Merci, un immense merci à Nathalie Mercier, l'éditrice, à Béatrice et aux éditions Laplace pour ce choix audacieux et courageux de publier ce journal et d'autres textes tout aussi exigeants dans cette maison d'édition. Et merci bien entendu à Dominique Blanc et à Alain Langlais pour cette lecture et cette soirée. Merci.